D'accord. Donc, salut et aujourd'hui, j'ai Soumaya. Et ça fait combien de temps même qu'on se connaît? Je pense peut-être 4 mois, 4, 5 mois. Parce que la première fois que nous nous rencontrons, c'est dans le groupe de support de Asif et Kian. Ouais, Oui, oui. ouais, c'est là qu'on se connaît. Donc, ouais, ravi de faire ce petit entretien aujourd'hui avec toi. Donc, tu peux tout simplement dire brièvement qui tu es. Euh, ouais. Qui je suis? C'est la question Ouais, elle que est beaucoup de grande, hein? philosophes ont pris plusieurs milliers d'années, mais ils n'ont pas pu répondre à cette question. Alors, je suis Soumaya El Esni. Je suis du Maroc, marocaine et française. J'ai eu la nationalité française après. J'ai 28 ans. Je suis épouse et maman d'un petit de 1 an et demi, qui s'appelle Abdelrahman. Euh, et je suis qui je suis. Ouais. Euh, je m'identifiais auparavant, il y a quelques mois, en tant qu'ingénieure en cybersécurité et doctorante en machine learning pour la cybersécurité Mhm. à l'ENS, l'École normale supérieure de Paris. Et je travaillais à distance avec une entreprise à Singapour en tant qu'ingénieure. Je faisais aussi de la gestion de projet. Euh, voilà, c'est comme une coordination entre les ingénieurs et nos partenaires réseau. Donc, je faisais beaucoup de communication, de coordination, de gestion de projet. Et récemment, j'ai commencé à faire beaucoup de changements. Du coup, je ne sais pas encore comment je vais commencer à m'identifier, à me Ouais, présenter. je sais, c'est ça J'ai que, pensé à ça. ouais, j'ai pensé à ça parce que je sais que tellement de choses ont changé. Parce que tu viens de dire un peu, euh, tu viens de dire beaucoup sur toi, mais je sais qu'en même temps, tellement de choses ont changé, surtout depuis que tu as commencé à utiliser TechnoTutor. Oui. Tellement de choses ont changé dans ta vie. Et c'est, peut-être on peut commencer par là parce que le but aussi maintenant, c'est de voir, ou du moins, j'aimerais voir ton avancée ou bien ce que tu as pu changer dans ta vie jusqu'à aujourd'hui avec TechnoTutor, comment ça a impacté ta vie. Donc, peut-être tu peux dire brièvement, ou bien prends ton temps, dis comment tu fais pour découvrir TechnoTutor, euh, pourquoi tu t'es décidé de le prendre et ouais. OK. Alors, en 2019, je pense en octobre 2019, j'étais dans le tout début de ma grossesse et ça m'avait fait poser plein de questions parce que euh, en fait, je faisais à l'époque ma thèse de doctorat et j'étais dans une entreprise. J'étais bien payée, je travaillais à distance, j'avais beaucoup d'autonomie, de liberté dans cette entreprise-là. Mais quand même, c'était comme un rêve d'enfance qui s'est réalisé pour moi. Quand j'étais au collège, je demandais toujours aux gens, est-ce que, quel est le travail que je pourrais faire pour être présent, pour être genre, détendue, présente et que je puisse facilement passer beaucoup de temps avec ma famille, que je puisse être disponible pour mes enfants, etc. Parce que l'idée que j'avais avant ça, c'était je veux être femme au foyer. Je disais que ma mère me disait toujours que ses amis, quand elle était aux Pays-Bas, ils étaient toujours impressionnés d'avoir qu'elle ait un repas chaud pendant la journée, que sa mère soit présente, qu'elle rentre à la maison à midi et qu'il y ait la belle odeur de pain tout près du four. Et elle me disait toujours combien c'est important d'être à côté de ses enfants, etc. Et du coup, au bout d'un certain moment, je me disais, OK, moi aussi, je veux être femme au foyer. Mais il y a des choses qui ont fait que j'ai changé d'avis par la suite. Je me disais, si je veux que beaucoup de personnes aient accès à l'éducation,
il faut que je travaille et que je fasse de l'argent, mais quand même d'une manière qui me procure un peu quand même de l'autonomie, de la liberté, de la flexibilité pour pouvoir remplir quand même mon rôle de mère au foyer ou d'épouse ou de maman. Mhm. Et il y a eu un déclic qui s'est passé quand j'étais tout jeune, au collège. On partait tout le temps au village de mes origines. C'est au sud du Maroc, entre Marrakech et Agadir. C'est tout près d'une petite ville qui s'appelle Imin Tanout. Et donc, je rencontrais toutes les années, chaque année, les cousins, les cousines. Et une année, je me rappelle très bien que j'ai demandé à une cousine qui s'appelle aussi Soumia. J'ai demandé, est-ce que tu as quelle année d'études? C'est genre, la rentrée prochaine, tu seras à quelle année? Et elle m'a dit qu'elle ne va plus aller à l'école parce que elle va commencer à partir C'était le temps pour elle d'aller au collège, mais le collège est très loin. Il y a beaucoup de kilomètres à parcourir et c'est pas très... C'est dangereux pour les filles, en fait. OK. Il n'y a pas de route qui est sécurisée, qui est genre convenable pour une fille, pour qu'elle aille étudier. Étudier. OK. Ouais. Et du coup, ça m'a interpellée. Je me disais, oh, moi, je veux être femme au foyer. Et ici, il y a des personnes qui veulent continuer leurs études, mais c'est pas possible pour eux. Je me disais qu'il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas juste me contenter d'être femme au foyer et prendre soin de ma famille. Et du coup, là, j'ai commencé à demander aux personnes quels sont les métiers qui vont me permettre ça. Et l'une des réponses que j'entendais souvent, c'était l'informatique. Euh, un oncle à moi m'avait dit, oh, l'informatique, c'est l'avenir. Dans l'avenir, il y aura tout sera informatisé. Mhm. Tu pourras travailler avec une équipe en Asie, aux États-Unis, au Moyen-Orient. Tout le monde travaille à distance et vous travaillez quand même sur un même projet, vous êtes en contact. Et moi, j'étais comme ça, waouh, c'est possible de faire ça. Et en 2018, j'avais commencé une thèse de doctorat. Et comme par hasard, j'allais travailler dans des entreprises en France qui allaient financer mon doctorat. Mais finalement, le professeur m'avait proposé une entreprise de Singapour parce qu'il avait des contacts là-bas. Et cette entreprise avait des bureaux à Singapour, à Dubaï, à Hollywood et à Londres. Ouais. Et j'allais du coup travailler à distance, voyager pour rencontrer l'équipe, voyager quand je pars vers des conférences scientifiques, des conférences de recherche qui sont liées à mon sujet de thèse, etc. Et du coup, c'était pile poil ce que je voulais. Il a même négocié le salaire pour moi. OK. Tout s'est bien passé. Mais au bout d'un certain moment, quand j'ai commencé, euh, je me sentais pas bien, en fait. Je me disais, est-ce que c'est ça finalement? C'est ça dont je rêvais depuis que j'étais petite? Je sentais comme un vide, je me sentais pas très connectée à ce que je faisais, en fait. Je me sentais pas... Je disais que je suis passionnée par la cybersécurité. J'écrivais ça sur LinkedIn ou sur les lettres de motivation. Et j'en étais presque convaincue. Mais au final, c'était que j'ai tellement supprimé des choses au fond de moi pour pouvoir être conforme à une image que je voulais envoyer. C'était Ouais. l'image de la fille intelligente. Wow, you're so smart. Oh, you must be so smart. Alors, les personnes me disent, ah, tu as fait telle école. Wow. Tu fais du machine learning. Pop, pop. Ouais. Le stéréotype là de faire ce que la société te demande pour être accepté. Oui, oui. Et il y avait aussi le facteur que quand je voulais choisir choisir quoi faire, genre plus tard, même plus tard, plusieurs années après ce que je t'ai raconté par rapport au collège, il y a des moments où je voulais faire quelque chose d'artistique ou faire du coaching. J'étais intéressée par le développement personnel. Euh, je dessinais.
je chantais. Mhm. Je faisais partie de beaucoup d'équipes à l'école. Je sais pas comment ça s'appelle. Je commence à perdre mon vocabulaire en français. Euh, des équipes de chant. Voilà, c'est ça. OK. Donc, il y avait plein de choses de ce genre-là que j'ai supprimées à cette époque parce que dans mon entourage, il est plus acceptable d'être ingénieur, d'être sciences maths, plus prestigieux. Il faut aller dans une école prestigieuse. Mhm. Et les trucs artistiques, stupides, tu as besoin de 10 en moyenne pour aller dans une école artistique ou ce genre de choses. Du coup, c'est comme si c'était les gens sont classifiés avec leurs notes et la note peut te donner le droit d'accéder à une école. Et voilà, c'est cette école-là, ce diplôme-là qui fait ta valeur. Plus tu as Exactement. une bonne note, plus tu vas accéder à une bonne école et après tu auras ce prestigieux diplôme toute ta vie qui va te Ouais, donner de la valeur. ça devient comme une identité pour toi. Voilà. Et pendant plusieurs fois, j'avais dit à ma famille ou mon père que je voulais faire euh, décoratrice d'intérieur ou designer ou me reconvertir. C'est bon, j'ai fait 2 années de bac sciences maths parce que c'est 2 années de bac, les 2 dernières années du lycée. Et c'est là qu'on se spécialise pour choisir la spécialité comme sciences maths. Et je me suis dit, OK, c'est bon. Vous avez la preuve que je maîtrise les mathématiques, je sais avoir de bonnes notes en mathématiques, en physique. C'est bon. Maintenant, je vais faire quelque chose de ce que je voulais, être architecte ou designer ou architecte d'intérieur. Mais mon père m'avait proposé, si tu fais une école d'architecture ou de design intérieur, c'est quelque chose que tu peux faire tout au long de ta vie. Ils n'ont même pas besoin que ton bac soit nouveau. Du coup, va faire une école d'ingénieur et par la suite, tu pourras faire tout ce que tu veux. Tu pourras faire une formation d'1 année ou 2 années en architecture, par exemple, et tu pourras te reconvertir. Et pendant toutes ces années, par la suite, j'ai essayé de me convaincre que j'aimais ce que je faisais. Mais en fait, je me suis rendu compte par la suite que les moments que j'ai vraiment appréciés, c'était des projets où on travaillait en groupe, euh, par exemple des projets dans la cybersécurité, des travaux pratiques. Mais quand j'étais seule, livrée à moi-même et j'étais devant un ordinateur, je me sentais vraiment isolée. Je détestais ça. Mhm. Si c'était de la gestion de projet, je vais rédiger des mails, je vais communiquer, je vais présenter quelque chose, ok, là, je me sens mieux parce que je vais partager quelque chose, je vais créer de la cohésion dans l'équipe, créer une dynamique de communication. Mais au final, il y avait tellement de... Pendant mes années d'études, il y avait... C'était comme si on avait une image très biaisée de la réalité. Euh, on donnait beaucoup de valeur aux compétences. La personne qui sait le plus coder en tel langage de programmation ou qui sait hacker tel serveur ou qui sait comment faire ceci ou cela. Mais il y avait des camarades dans ma classe qui se moquaient des intervenants d'entreprise qui venaient nous donner des cours et qui, par exemple, avaient un Windows sur leur machine. Ils se moquaient OK. parce que ces personnes n'avaient pas un Linux ou un système qui est plus, qui fait plus geek, OK, entre ouais. guillemets. Et dès qu'il y avait un cours en communication ou en quelque chose qui n'avait pas de rapport très, très clair avec le côté technique, il y avait comme une sorte de... Oh là là, il va nous faire une cour de communication. Ils sont stupides, ces gens-là. Du Ouais. coup, toutes ces expériences passées ont fait que ce schéma se reflétait de vouloir montrer qu'on est intelligent, que je suis intelligente, je connais les côtés techniques et je sais quelque chose que les gens ne savent pas et que j'ai un diplôme prestigieux parce que je suis très compétente
en mathématiques, ou en informatique, ou en physique, ou ce genre de choses. Mais au bout d'un certain moment, c'était comme si j'ai investi trop de temps dans ces années d'études que j'étais pas prête à laisser tomber ça. Du coup, ce que j'essayais de faire inconsciemment, c'est de trouver une manière de dire que voilà, ça, j'aime ce que je fais. Finalement, c'est ça que je veux. Ouais, ouais. C'est vraiment, c'est très pertinent ce que tu dis parce que c'est la même chose parfois quand on s'investit dans une activité ou bien dans un projet et parfois on commence à voir comment ça ne marche pas ou bien ça ne marche plus. Mais étant donné qu'on a tellement investi, que ce soit en temps ou bien en argent, on se dit que non, ça doit marcher, je dois continuer. Mais ce qu'on ignore, c'est qu'on s'enfonce encore plus quand on s'en va dans cette direction. Tout à fait, tout à fait. Et ce que je me disais encore, c'est, voilà, je voulais faire une thèse de doctorat parce que je voulais être professeur pour faire cet impact que je voulais sur l'éducation. Mm. Non seulement la rendre accessible, comme le point dont j'ai parlé tout à l'heure, rendre accessible à le plus de monde, même les personnes qui n'ont pas accès à peut-être des besoins de base. Et il y en a beaucoup ici au Maroc. Et l'autre côté, c'était même, même moi qui suis allée à l'école, je trouvais plein de failles dans ce système éducatif que je voulais corriger. Je voulais proposer quelque chose d'alternatif. C'est-à-dire que pendant mes années d'études, il y a plusieurs moments où soit je supprimais ce que je voulais faire marcher les choses, ou bien j'étais la rebelle qui voulait tout corriger, tout changer. Et les profs me disaient, mais oh là là, mais les gens que tu côtoies vont comment te dire, vont, comment dire, screw you, Ils vont, quelque chose comme ça. ils vont te foirer du genre, they're gonna screw you. Oui, ils vont te foirer. Ouais, ils vont te foirer. Ils vont Bon, te foirer parce que, c'est pas vraiment la vraie traduction, mais euh, c'est déjà, ils vont avoir un mauvais impact sur toi. oui, Mm. exactement. Mais le truc, c'est que je ne parlais à personne. C'était juste, je me demandais pourquoi on étudie, par exemple, telle matière et comment on va l'utiliser par la suite. Et ils me disent qu'on va pas du tout l'utiliser. Mhm. Et ça ne sert à rien. Il n'y a aucune application pratique de ça, mais c'est comme ça, on l'étudie. Pourquoi on étudie toutes ces matières alors qu'après, on va les oublier au lieu d'apprendre, par exemple, rien que, je sais pas, parler en public, communiquer, comment gérer ses émotions, comment savoir ce qu'on veut, comment s'orienter. Ouais. Oh, je trouvais que euh, il y avait, surtout ici au Maroc, je sais qu'il y a une dynamique similaire en France, par exemple, ou peut-être dans beaucoup d'autres pays. C'est si on est intelligent, on doit avoir de bonnes notes. Et par la suite, si on a de bonnes notes, c'est pour accéder soit à une école d'ingénieur, soit à la faculté de médecine. Ouais. Si on aime quelque chose d'autre, tant pis, parce que de toute façon, les gens qui vont aller dans ces spécialités sont stupides. Et du coup, si on côtoie les gens stupides, on va commencer à, je sais pas, fumer, prendre de la drogue, je sais pas, faire n'importe quoi avec sa vie. Mhm. Et on va rien apprendre de toute façon. C'était ça Le stéréotype. Mhm. oui, c'était ça. Du coup, si on a envie de faire quelque chose d'autre, non, tant pis, tu vas faire Sciences Maths et comme ça, tu auras accès à toutes les écoles, tu pourras faire tout ce que tu veux. Toutes les portes de la terre et du ciel vont s'ouvrir devant toi. Il va falloir juste que tu bosses. C'est 2, 3, 4 années. Et par la suite, tu auras une école prestigieuse et tu vas pouvoir tout choisir. Tu vas, Ouais. tu vas marcher sur la terre et Tout tu le vas dire, monde ah, je vais va travailler ici, c'est s'ouvrir à bon. toi. Mhm. Tout le monde va se prosterner devant toi. Ouais. Ouais. Tu vas faire partie je disais un terme, tu vas être la crème de la crème. Ouais, la crème de la crème. Ouais. Vous êtes la crème de la société. Mhm.
l'élite, la crème de la société. Mais au bout de à la fin de chaque étape qu'on surmonte, on se rend compte que c'était pas vrai ce qu'on disait. Du coup, on se demande, ah, peut-être cette étape, peut-être quand je vais avoir mon diplôme. Peut-être, moi, je me disais, peut-être que quand je vais avoir le doctorat, je vais pouvoir choisir n'importe quelle école dans laquelle je veux bosser. Après, je vais changer le système éducatif. Je vais changer les programmes. Je vais intégrer ce que j'aurais aimé apprendre pendant mes années d'études, l'université. Parce qu'on sort d'école, on ne sait même pas comment passer un entretien. On ne sait même pas comment se présenter. On ne sait même pas comment valoriser ses compétences ou aller parler aux gens. On est des anxieux qui ont été pendant plusieurs années face à un écran ou un cahier un tas de livres. Ouais. C'est mon enfant qui tape la porte. Ok, vas-y. Si tu veux aller le... Non, je pense que c'est bon. Hmm. Du coup, c'était ça. C'était un mensonge dans lequel on vit pendant plusieurs années, mais au final, c'est difficile d'admettre que c'était un mensonge et qu'on a investi énormément de temps dans un mensonge. Hmm. Et je me rappelle plus parce que dans quel cas on a abordé ce point. Et qu'est-ce qui pour toi a, a fait sonner la cloche de telle sorte que tu te commences à chercher d'autres solutions et plus tard maintenant commence avec Technotuteur? Hmm. Ah oui. Déjà, la cloche avait sonné depuis 2019. J'avais des troubles intestinaux qui étaient nouveaux pour moi. Et pendant mes années d'études, surtout après le lycée et le bac sciences maths, j'avais à chaque fois un souci de santé qui était considéré comme chronique à cause du stress, mais je ne savais pas comment le résoudre. À chaque fois, je résolvais un problème avec des solutions naturelles ou un changement de mon alimentation. J'avais perdu 24 kilos petit à petit. J'ai réappris comment manger, comment je faisais du sport. Mais à chaque fois, il y avait un nouveau symptôme qui apparaît. C'est comme si on coupe les, les branches d'un arbre Ah, toxique et à chaque fois, il y a nouvelles choses qui remontent. exactement, ouais. À chaque fois, je corrige un truc par-ci, il y a un truc qui sort par là. J'avais la maladie de Verneuil, les ovaires polykystiques, la migraine. Et tout ça, je m'en suis sortie. Mais par la suite, j'ai eu un problème intestinal quand j'ai commencé cette thèse de doctorat et ce nouveau travail. Et plusieurs mois plus tard, genre, juste dernièrement, je me suis rendu compte que c'était lié au fait que euh, il y a de fortes chances que ça soit la maladie de Crohn. Je n'ai pas pu me faire diagnostiquer parce que j'étais enceinte. Et ça, c'était lié au fait de me forcer de faire quelque chose que je ne voulais pas. Mhm. Mais ça, j'étais totalement dissociée de cette réalité. Parce que j'étais en train toujours de me convaincre que c'est ça que je voulais. Tu vois, c'est ça que je voulais depuis que j'étais au collège. Je voulais travailler à distance. Et voilà, c'est ça que j'aime. Ouais. Mais au fond de moi, on a encore essayé de me dire non, c'est pas ça, réveille-toi. Mhm. Mais comment est-ce que tu fais pour découvrir cela, ce point-là? Parce que tu as dit, tu as mentionné ce point-là de fait que tu étais dans un stress constant et chaque fois que tu essayais de résoudre les manifestations de ce stress-là, autre chose apparaissait. Mm. Mais comment est-ce que bien, qu'est-ce qui t'a permis de découvrir que, en fait, c'était ce stress-là du, du fait que toi, tu allais à l'encontre de ce que tu aurais toujours aimé faire? Mm. Dans la majorité des cas, c'était mon corps qui me l'a dit. Par exemple, après ma cérémonie des diplômes, il y avait mon père, ma mère, mon mari qui étaient présents. Et quand on est rentré à la maison, j'ai commencé à pleurer, comme ça. J'ai eu comme un gros nœud dans mon estomac. Et j'ai commencé à pleurer. Je me suis pas arrêtée pendant 2 heures, alors que ça ne m'arrivait jamais. J'ai même oublié que j'étais stressée par les études. Je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe?
Et c'était là que je me suis rendu compte qu'il y avait je sais pas, il y avait beaucoup d'énergie qui était bloquée à l'intérieur de moi Mhm. et que je ne savais pas d'où ça vient ni quoi en faire en fait. Et j'ai vu une coach au Maroc et elle m'avait dit de m'intéresser à comprendre les centres énergétiques qu'on a dans notre corps, les chakras. Et j'ai commencé à chercher. Et ça m'a permis aussi d'être un peu plus honnête avec moi-même, de me dévoiler. Et puis, j'ai commencé un cours sur les chakras. Et par la suite, il n'y avait pas beaucoup qui a changé en moi. Je savais plein de nouvelles choses. OK, là, l'énergie vient de là, les blocages énergétiques, OK. Mais je ne trouvais toujours pas de solution. Et j'ai posé une question dans un groupe. C'était un cours de chakras sur Mind Valley. Je pense que beaucoup de personnes connaissent. J'ai posé une question et une personne m'a contactée. J'ai posé une question. Donc, la question que j'ai posée, c'était est-ce que c'est possible d'atteindre de grands objectifs sans sacrifier quelque chose d'important dans la vie? C'est-à-dire, moi, je considérais, quand je me consacre aux études et je vais être dans une école prestigieuse, je vais avoir un bon salaire, etc., je suis en train de sacrifier ma santé et mes relations sociales. Et si je vais prendre plus soin de ma santé, je vais sacrifier mes études, je vais sacrifier ma carrière, je vais sacrifier peut-être beaucoup d'autres choses. Du coup, j'ai posé cette question et quelqu'un m'a répondu et j'ai parlé à cette personne. Elle m'a parlé de son programme Thinking into Results. Par la suite, j'ai décidé de chercher un peu parce que j'étais pas convaincue. J'ai cherché, puis j'ai trouvé qu'il y a une communauté au Maroc qui fait le même programme. Et je l'ai fait finalement avec Mimoun Saoudani, qui est Ouais. maintenant aussi avec nous dans le groupe Self-Reflected. Donc j'ai fait ce programme avec lui, c'était en début de grossesse, et ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup, 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 beaucoup de choses. C'est comme si pendant plusieurs années, je consommais du contenu de développement personnel, mais là, c'était comme si plusieurs pièces de puzzle se sont mises devant moi. Je Ah, comprenais mieux comment mon esprit fonctionne, comment les pensées causent les émotions, comment définir mes objectifs, etc. Mais la question que je posais tout au long du programme, c'était comment savoir si mes objectifs proviennent de moi. Et tout au long du programme, j'essayais de redéfinir mes objectifs, mais c'était toujours aux alentours de écrire un papier, le publier dans une conférence classe A, dans la meilleure conférence possible. mhm. C'était ça les objectifs qu'on appelait objectif C, c'est-à-dire un objectif qui relève du fantasme, qu'on ne sait pas comment atteindre en fait. Mais tu vois, c'était comme si je définissais à chaque fois des objectifs, mais qui étaient dans un cadre spécifique. Tu vas pas sortir de ton identité d'ingénieur ou Ah, ok. de Mhm. doctorant Il va falloir que cet objectif, quand même, il va falloir qu'il te donne une image de fille intelligente. Ne sors jamais de ce De cadre-là. ce cadre-là. Mhm. Ok. Honnêtement, les enseignements de ce programme ont fait que je suis sortie quand même de beaucoup de périodes dans lesquelles j'étais en train de tourner dans un cercle vicieux, où j'étais en train de procrastiner euh, dans le travail, à la maison. Je faisais rien. J'étais en train de regarder des vidéos YouTube pour échapper à la réalité au lieu de la changer. Et avec ce programme, ok, j'ai passé une merveilleuse grossesse. On faisait beaucoup d'affirmations, de visualisations, on investit quelle est ma situation actuelle et puis on voit comment on veut qu'elle soit et on fait des actions pour atteindre ça. Mais même avec tout ça, j'arrivais pas à sortir du cadre. J'étais coincée dans une chambre. Ok, maintenant je peux choisir, je peux être heureuse dans cette chambre et choisir si je vais m'asseoir par-ci ou par-là ou par-là. Mhm. J'avais de meilleurs résultats à l'entreprise. On m'a donné une prime de, je pense, 9 900 € pour mes avancements dans le projet que je gérais.
mais j'étais quand même dans le même cadre. Ouais. C'était déjà comment être heureux dans ce box-là que tu as Oui, créé autour de toi pendant si longtemps. Pas comment vraiment sortir de là, mais comment rester dans le même cadre et essayer d'être en paix ou bien heureuse dans ce cadre. oui, 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 tout à fait. Et c'était, en fait, je ne savais même pas qu'il y a ce cadre parce que j'étais dans un cadre encore plus petit. Du coup, je suis déjà sortie d'un cadre plus petit. Et puis, parce que c'était quand même un grand changement dans ma vie que j'ai passé pendant la grossesse. Quand j'ai appris à être, quand j'ai appris que j'étais enceinte, c'était, comme une révélation pour moi que je suis, je suis une femme. Hmm. Il y avait aussi cette partie que je supprimais au fond de moi depuis très longtemps. Parce que le jour où mon encadrant de thèse a appris que j'étais enceinte, alors que je faisais ma thèse, c'était comme si mon père a appris que j'étais enceinte alors que j'étais même pas avec une personne sérieuse. Voilà, c'était comme ça la sensation. Parce que il disait, mais qu'est-ce qu'elle fait, Soumaya? Comment elle... Ouais, Et ouais, comment ouais, je vais... c'est- hein. Et comment j'ai osé tomber enceinte alors que je suis en thèse de doctorat? C'est pas sérieux, ça. Wow. Et du coup, même dans cette période-là, j'étais dans une autre box, comme je t'ai dit, qui était encore plus restreinte. Et ça m'a permis de me libérer de plein de choses. Mais là, j'ai trouvé qu'il y a encore que je suis encore dans une petite box. J'ai cru que je suis sortie, je me suis délivrée. Mais au final, j'étais dans le même rond parce que je ne trouvais pas encore les solutions à mes problèmes. Mhm. J'avais plus de résultats, j'avais plus de succès, j'étais plus zen, je faisais du yoga, des affirmations, de la gratitude et tout ça, mais les changements plus profonds, c'est-à-dire connecter ça avec là où je suis, avec mes objectifs de changer l'éducation dans le monde, c'était pas encore clair pour moi. Et au final, pendant mon expérience de recherche, c'était ça la révélation que je redécouvrais à chaque fois. On me disait quand je voulais chercher le sujet de papier de recherche, ne cherche pas à révolutionner le monde, ne cherche pas à trouver une idée qui va vraiment faire un changement. Toi, toute ta thèse, ça va être un grain de sable dans le monde de la recherche. Ça ne va pas vraiment faire un impact. On ne cherche pas à avoir quelque chose qui va être pratique pour quelqu'un, que quelqu'un va mettre en pratique, qui va l'utiliser. Non, c'est pas ça la recherche. On trouve une thématique, puis on fait. C'est-à-dire qu'il y a une méthodologie prédéfinie, et pour être publié dans telle conférence, il faut respecter le cahier des charges de cette conférence-là. Le jury de cette conférence, il veut que ça soit de cette manière-là, que les expériences soient faites de cette manière-là, puis ta, ta, ta. Et puis, si on respecte tout ça, on peut être publié dans cette conférence et on va monter sur scène, on va nous applaudir. Wow. C'est vraiment Voilà, triste, bravo, tu as hein, été publié dans... dans tel ou tel journal. Ouais, c'est Mais il y vraiment a une triste. pression énorme sur... Ouais. Et il y a une pression énorme sur les professeurs, les chercheurs. C'est pour ça que je ne blâme pas mon encadrant ni n'importe quelle personne qui m'a dit que voilà les critères. C'est parce que pour réussir dans le système, Il y a ces critères. Ouais. il y a des critères là. Il faut être conforme à certains critères. Sinon, c'est pas la peine de passer du temps à chercher comment produire quelque chose qui va avoir un impact Mhm. positif sur quelqu'un. Du coup, c'était la grosse déception de ma vie parce que je me suis rendu compte que même en faisant une thèse de doctorat et en étant prof, je vais devoir respecter ces normes-là. Mhm. Certains profs me disaient ne pense même pas, ne rêve même pas que tu vas pouvoir impacter le programme d'une université ou ce genre de choses parce que c'est ça
entrer dans le système éducatif, reconnu dans une bonne université ou école. Et après, je vais impacter le programme de cette école-là. Et après, je vais impacter les programmes d'autres universités. Et puis après, éventuellement, je vais faire des coordonner avec le ministère de l'Éducation pour faire un vrai changement dans les programmes. Et après, je vais diffuser cet impact dans le monde. Ouais. Mais au final, je me suis rendu compte que j'allais. C'est comme si on validait une baignoire avec une cuillère à café au lieu de prendre le seau. Ouais, c'est clair. C'est là que tu te rends compte que la façon dont le système est construit jusqu'à présent, c'est quasiment impossible d'aller dans ce système-là et changer quelque chose. Oui, oui. Parce que tous ceux qui y sont, ils sont déjà tellement habitués à ce système-là que pour eux, ce n'est même plus quelque chose qu'ils peuvent se le concevoir de changer les choses. Parce qu'ils sont déjà tellement habitués à ça, même si ça ne donne pas des résultats, mais ils sont déjà tellement habitués à ça qu'ils ne pensent même pas à une autre alternative. Exactement. Parce que chaque personne veut être validée par ce jury, qu'il y a aussi peut-être un autre jury au-dessus d'eux et veut être étudié, veut avoir tel chiffre qui montre combien il est un chercheur prestigieux. Et plus ces étudiants, plus ces doctorants vont publier dans des bonnes conférences, il va être encore plus classé, plus gradé. Et c'est comme ça que le système actuel marche. Exactement. Et Exactement. après avoir fait ce programme, on travaillait en binôme sur comment appliquer ces principes-là sur nos objectifs actuels. Et quand j'ai parlé à mon binôme, qui s'appelle Khalid, que je salue, je lui ai parlé de mon objectif de changer l'éducation. C'était ça mon chief aim, en fait. C'était ça je ne sais pas comment dire chief aim. Ton but principal. Oui, mon objectif principal depuis lequel déclinent mes autres objectifs que je mets. Donc, l'objectif de changer l'éducation. Et puis, j'avais l'objectif de terminer ma thèse avec une très bonne publication et accéder à une très bonne école. Et c'était là je lui disais que je suis pas sûre que ces deux trucs-là sont connectés. Je suis pas sûre comment va être la connexion entre ces deux trucs. Et là, il m'a dit, si ton objectif, c'est de changer l'éducation, il va falloir que tu rejoignes ce groupe-là. Il y a un groupe qui s'appelle Self-Perfected. Shout out Self-Perfected. Self-Perfected. Et ils sont très alignés avec ce que tu viens de dire là par rapport à l'éducation, ce qui te frustrait dans l'éducation, ce que tu veux changer. Et tu vas certainement trouver ton bonheur. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai accédé au groupe et au début, il y avait d'énormes résistances parce que au bout d'un certain moment, j'étais habituée à se sentir bien tout de suite et maintenant. On sait qu'un objectif est bon parce qu'on se sent bien et il n'est pas bon si on ne se sent pas bien alors ce qu'on fait n'est pas la bonne chose à faire. Et il y avait une vidéo Your feelings. Ok, ouais, je connais cette vidéo. Et ça m'a choquée. Du coup, au début, j'étais comme derrière la vitre en train de regarder des vidéos et dans mon cocon. Je n'osais pas encore interagir avec les personnes. Mais par la suite, j'ai parlé à Asif et j'étais introduite j'ai regardé un peu les vidéos guide dans la section guide et puis j'ai vu les principes de self-forgiveness, self-honesty, l'honnêteté avec soi, le pardon de soi, etc. Et c'était des principes que Mimoun avait intégrés dans le travail en groupe qu'on faisait dans la communauté des Tyriens qui ont fait Thinking into Results, ou bien la sphère des Lumières, par la suite. Mais là, j'ai vu ces principes appliqués dans des niveaux encore plus profonds
Et c'est la première fois que j'ai trouvé la source d'où vient ce concept de pardon de soi et tout ça. Donc, j'ai commencé DIP, c'est Destiny Eye Process. Pour les personnes, je pense qu'on pourra le mettre dans Donc, la description, le lien, il sera dans la dans la vidéo description. par la suite. Ouais. Oui. Et quand j'ai commencé ça, je me suis rendu compte que j'arrive soudain à être plus connectée avec mes émotions, plus honnête, à supprimer moins mes émotions. Et je voyais que j'étais admiratrice de combien les gens dans le groupe arrivaient à parler de leur réalité intérieure d'une manière très authentique, très profonde et très honnête. Chose que je ne trouvais pas auparavant dans les groupes dans lesquels j'étais. Et c'est ça que je voulais vraiment. C'est ça, je voulais être dans une communauté ou dans un groupe où on peut vraiment dire qui on est vraiment. Parce que même dans les programmes de développement personnel, tels que Thinking into Results, par exemple, je trouvais que c'était quand même centré sur les objectifs d'un point de vue carrière, réalisation de... C'est-à-dire que j'avais toujours du mal à partager mes objectifs plus profonds qui étaient plus féminins, disons, ou bien plus connectés avec la féminité, être femme au foyer. Alors, voilà. Si quelqu'un entend ça, il ne va pas considérer que c'est un objectif impressionnant. Exactement. Je veux être avec mes enfants, je veux faire du homeschooling. Tu vas faire quoi de ton diplôme? Et tu vas abandonner ta carrière, ton salaire, puisque j'avais un salaire qui était équivalent à 8 années d'expérience, alors que c'était mon premier travail, en fait. Mhm. Et c'était flexible, j'étais chez moi. Mais comment tu vas abandonner ça pour faire femme au foyer, homeschooling? Inconcevable pour plusieurs Du coup, personnes. je n'osais même pas admettre ces objectifs-là. Mhm. Ouais. Voilà. Quelque chose aussi que tu as mentionné concernant Et du le... coup, quand j'ai vu la puissance de ça, je pense qu'il y a un décalage. Vas-y. Oui, il y a un décalage. Ouais. Ok, je disais, un point aussi vraiment important, c'est, du moins sur les communautés que nous avons, technotuteurs, self-affected, c'est vraiment ce point-là qui concerne l'honnêteté personnelle. Être vraiment honnête avec soi-même. Parce que nous vivons dans une société où nous prétendons tellement d'être quelqu'un d'autre que nous regardons très peu qui nous sommes vraiment et ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous. On essaie toujours d'afficher un visage, tout simplement parce qu'on veut on veut être reconnu dans cette société-là. On va être reconnu, on va être accepté. Mais en faisant cela, on suppresse énormément qui nous sommes. Et la conséquence, alors, c'est que cela nous empêche vraiment d'obtenir ce que nous voulons dans la vie. Exactement. Et on va se sentir au final inférieur, même si on est accepté et apprécié par n'importe quelle personne. Mhm. Parce que c'est ça que je traînais avec moi. C'est-à-dire que les personnes qui me disaient waouh, tu es intelligente, machin, je ne les croyais pas. Parce que ce qui a fait que je cherchais à combler ce vide-là était toujours dans mon corps. C'était le Oui, résultat de certains traumatismes de mon enfance qui faisaient que je voulais prouver que je suis pas stupide, je suis intelligente. Et j'étais considérée par la plupart des personnes, peut-être toutes les personnes que je côtoie, comme une personne intelligente, mais au fond de moi-même, je ne me voyais pas comme ça. mhm. Donc, on va beau se conformer à l'image qu'on veut donner à la société, aux autres personnes, mais si à l'intérieur de nous, on ne corrige pas ça, rien ne va changer. Exactement. Exactement. Parce qu'on aura toujours cette impression-là de ne pas être
ce n'est même pas une impression, mais c'est vraiment la réalité que on a cette programmation n'est pas être suffisamment bon. Il y a toujours ah, je suis pas suffisamment bon, je suis pas suffisamment bon. Ce manque de confiance en soi et ce manque d'estime en soi, nous le transportons toujours avec nous tant que nous n'avons pas vraiment résolu ce problème. Exactement. Et du coup, par la suite, au bout d'un certain moment, quand j'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai parlé à plusieurs personnes dans le groupe. Ce qui a fait le déclic pour que j'achète TechnoTutor, l'un des aspects, c'était If you have kids, you should have TechnoTutor. Donc, si tu as des enfants, il faut que tu aies TechnoTutor. Là, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas d'autre alternative. Si tu es vraiment sérieux de déjà vraiment donner une bonne éducation à ton enfant, tu n'as pas le choix. Il n'y a pas vraiment un choix là-dedans. Et autre chose, c'était quand je discutais avec Asif, que je salue. Hi Asif. Quand je discutais avec Asif, il me disait si cet outil va te donner que moi je cherchais, quel est mon vrai objectif? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que mon purpose, mon objectif suprême dans la vie? Et quand j'ai parlé à Asif à cette époque-là, j'étais en train de considérer changer le sujet de thèse, par exemple. Donc, OK, on va maintenir la thèse de doctorat, mais je vais changer de sujet pour être plus conforme avec moi-même. Et c'était comme une question à laquelle je ne trouvais pas de réponse. C'est plusieurs années que je cherchais la réponse, mais je n'arrivais pas à la trouver. Et il m'a dit, est-ce que ça vaut le coup si dans 3 mois, tu es clair sur ce que tu veux? Je lui ai dit, bien sûr que ça vaut le coup, mais je ne pense pas que ça va être résolu dans les 3 mois. Dans 3 mois. Quelque chose que tu as cherché pendant des années et il te dit que, OK, si tu utilises TechnoTutor juste pendant 3 mois, tu auras la réponse à cette question. Oui. Et finalement, c'était ça. Finalement, après les 3 mois, j'étais claire que je veux arrêter cette thèse et j'étais claire pourquoi je faisais la thèse, est-ce que ça va me mener vers mon vrai objectif ou pas, qui était de changer d'éducation. Et j'ai rencontré des personnes qui m'ont permis de voir les choses très claires. Et puis, il y avait l'obstacle de « Ah, qu'est-ce que mon père va dire? Est-ce qu'il va m'aimer même si j'arrête la thèse ?» Ouais. Et je me suis rendu compte que c'était juste dans ma tête. C'était juste... parce que comment ça s'est passé quand je lui ai annoncé ça? Il était chez moi, on a pris un verre de thé, puis je lui ai dit, tu sais, cet outil que j'ai commencé à utiliser, ils font ceci, c'est là. Moi, mon objectif, c'est d'enseigner mon enfant à la maison, de l'éduquer à la maison. Et ce qu'ils font, c'est génial. Tu vois, leurs enfants, ils apprennent avec cet outil. Ça crée des génies, en fait. Et là, je pense que c'est pas en étant prof que je vais changer le système éducatif. Donc, je vais laisser tomber la thèse parce que je vais juste perdre du temps et au final, ça ne va pas me mener là où je veux. Et il m'a dit, ah oui, c'est logique, c'est une bonne décision. Alors que moi, dans ma tête, je me mettais des films. Mais il faut quand même aussi voir, c'est après combien de temps en ayant utilisé TechnoTutor que tu apportes cette nouvelle à ton père? Donc, j'ai commencé à utiliser TechnoTutor. J'ai commencé à utiliser TechnoTutor au mois d'avril et je vais laisser tomber la thèse au mois de juin, je pense, vers la fin du mois de juin. Et c'est là maintenant que tu annonces à ton père que tu vas
laisser tomber la thèse pour juste te focaliser. Euh, Oui, oui, mhm, oui, oui, je lui ai annoncé ça le mhm. même mois que j'ai fait ça. Mhm. Mais Donc, vois un peu le travail que tu as fait, surtout avec TechnoTuteur dans les 3 mois avant de lui annoncer cela. Comment cela aurait été si tu lui annonçais sans déjà avoir utilisé TechnoTuteur pour travailler sur toi et avoir cette clarté-là? Qu'est-ce qui serait passé si tu venais tout simplement l'annoncer que tu abandonnais ta thèse? Est-ce que tu aurais déjà eu le courage de le confronter dans ce sens-là, que papa, j'abandonne ma thèse? j'ai du mal à imaginer ça parce que j'ai du mal à imaginer que j'allais abandonner ma thèse Mhm, si j'avais été comme ça. Parce que même ce truc-là, ça aurait pas été clair pour moi. Et le truc principal dans la communication, c'est quand on est clair, on envoie une énergie de certitude, de de certitude. clarté. Moi, Mhm, j'étais claire dans ma tête. Parce que c'est au moment où on a le doute que ça se passe mal dans la manière dont on le communique avec les autres. Ils ressentent ce doute-là. Et quand ils nous challenge, là, c'est nos réactions émotionnelles qui remontent et puis qui confirment ce qu'on pensait avant. Est-ce que tu es en train de dire que ma valeur, c'est la thèse? Et j'allais entrer dans ces schémas de pensée. Alors que j'étais claire au moment où j'ai annoncé ça. mhm, J'étais en paix avec tout. J'étais en paix avec tout ce qui s'est passé auparavant. Par exemple, durant ma thèse, à chaque fois que j'interagissais avec mon directeur de thèse, j'avais une poussée de la maladie intestinale. C'est-à-dire que j'étais une semaine, j'étais KO. J'étais au lit, j'avais la diarrhée, j'avais pas d'énergie pour faire quoi que ce soit parce que j'étais énormément stressée. Et j'ai essayé auparavant à un certain moment d'arrêter le gluten, de voir si c'est cet aliment ou cet autre aliment. Mais au final, même si j'arrêtais ça, il y avait toujours la même chose, les mêmes symptômes qui se reproduisent. Mais heureusement, c'est la dernière année, j'ai commencé à savoir quel est le lien. Parce que, comme je t'ai dit, c'était lié au fait que je fasse quelque chose, je me force à faire quelque chose que je ne veux pas. mhm. Et ça me traumatisait d'être dans ces discussions avec parce que j'envoyais au début l'image que je suis passionnée par ce domaine-là, je veux travailler ici. Et après, quand il me dit, mais où sont tes papiers? Mais pourquoi tu n'as pas produit de papier? Mais pourquoi... C'est comme si il y avait plein de schémas émotionnels qui remontaient à l'intérieur de moi et qui faisaient que j'ai ces symptômes-là. Et je me disais, mais pourquoi ils ne m'aident pas dans la main? Pourquoi ils ne m'encadrent pas? Je me mettais à le blâmer, à, à avoir de la colère à l'intérieur de moi, mais une colère que je supprimais aussi, parce que j'avais l'habitude de supprimer toujours ma colère, parce que je considérais que j'avais pas le droit d'être en colère, je vais juste empirer les choses. Et finalement, c'est mon corps qui prenait le coup. Ça, Mais quand je t'ai dit là que j'ai utilisé TechnoTutor par rapport à ces situations-là, déjà le premier jour où j'ai décidé d'arrêter la thèse, j'ai ressenti comme si mes intestins prenaient plus d'espace. C'est comme s'ils étaient tendus comme ça et il y avait quelque chose qui s'ouvrait à l'intérieur de moi. C'était comme une voix intérieure qui me disait, mais enfin. ouais, ouais. Mais ça, c'est un très bon point parce que le stress, en général, c'est la conséquence d'une situation que nous ne voulons pas affronter. C'est ça, en tant qui se manifeste dans notre corps comme stress. Et toutes ces maladies-là, euh, aussi, comme tu as dit tout à l'heure, que ce soit le mal de l'intestin ou bien chaque fois que tu devais être amené à faire quelque chose concernant ta thèse, du coup, soit tu tombes malade, ou bien, ouais, tout ça, c'est vraiment les manifestations de la suppression de ce que nous ne voulons pas faire face, de ce que nous ne voulons pas confronter. Et depuis avril, comment est-ce que ta vie a changé avec l'utilisation des technotuteurs? Parce que je sais que tu as aussi ton fils. Je pense qu'il y a déjà
à l'âge où tu travailles aussi déjà avec lui, en ce qui concerne TechnoTuteur, mais en gros, comment est-ce que les choses ont changé maintenant pour toi avec TechnoTuteur? Oui. Déjà, quand tu parles de cette période-là, à partir du mois d'avril, cette période il y avait plein d'émotions dans cette période-là parce que quand on devient soudain honnête avec soi-même et qu'on devient connecté avec ses émotions au lieu de les supprimer, on se rend compte qu'il y a beaucoup de trucs à faire, qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de... Je sais pas, Le truc que nous avons beaucoup de accumulé avec le temps. garbage Yeah, yeah. à Beaucoup de traiter. déchets que nous avons accumulés avec le temps et qu'il faut s'en débarrasser. Oui, voilà. Et du coup, dans cette période-là, je me suis rendu compte que quand mon bébé avait 3 mois, j'avais fait une formation en parentalité positive, en discipline positive, avec Mhm. une formatrice au Maroc qui s'appelle Ilham Bennani. Je lui dis coucou, je vais partager la vidéo avec elle ici. Euh, et les concepts étaient juste magnifiques. Moi, j'étais toujours intéressée par la parentalité, la discipline positive, tout ce qui est éducation des enfants. Depuis que j'avais mes deux mon petit frère et sœur, j'appliquais ces principes avec eux quand j'avais 12 ans. Euh, et là, j'avais fait cette formation-là et c'était top, mais mon bébé avait que 3 mois. Il n'y avait pas encore l'espace pour appliquer tout ce que j'ai appris. Mais au fur et à mesure qu'il a commencé à grandir, j'avais une nounou avec moi à la maison qui s'occupait de lui une bonne partie de la journée parce que je travaillais depuis chez moi, mais j'avais quand même le luxe de pouvoir aller l'allaiter quand je veux. Euh, Elle nous préparait aussi les repas, etc. Mais j'ai remarqué que même si je m'occupe de lui pendant la journée uniquement le dimanche, je sentais comme s'il y avait des moments où je me dis, mais oh là là, je veux donner mon fils à quelqu'un pour qu'il s'en occupe et je pars quelque part prendre un café ou me détendre ou faire mon truc. J'arrivais même pas un jour dans la semaine à être là présente, à être zen parce que je voulais pas me permettre de le mettre devant un écran ou commencer à lui crier dessus ou l'abuser. Du coup, dès que je vois que je suis en train de me mettre en colère ou qu'il y a de la tension qui remonte à l'intérieur de moi, je voulais qu'il y avait quelqu'un à côté de moi pour que je lui donne mon enfant et que je parte apaiser mes émotions ou faire ce que je voulais faire. Sinon, je me sentais comme... euh, quand j'ai fait Technotutor, j'ai réalisé que l'image de mère était pour moi associée à beaucoup de mots chargés, c'était chargé négativement, comme esclave, fatigué, euh, euh, Corvée. sac, oui, Mhm. sacrifice, tu vas jamais dormir, tu vas avoir des cernes par-ci, tu vas pas pouvoir sortir avec tes amis, tu vas pas pouvoir faire du sport. Mais attends, au moment où tu vas accoucher, tu vas voir que tu n'auras même pas le temps de te laver les cheveux. Euh, de ce genre-là que les personnes disent. Et il y a des personnes à qui on parle, par exemple, qu'il ne faut pas faire ceci aux enfants. Aucun enfant mérite d'être battu ou crié dessus. Et on nous dit, mais attends, quand tu vas voir tes enfants, on va voir ce que tu vas faire. Parce que, Et là, c'était très frustrant parce que je pensais que avec toutes ces années que j'ai entendu beaucoup de contenu par rapport à l'éducation des enfants, quand je vais avoir mon enfant, je vais pas avoir de problème. C'est bon, je connais tout. ouais, Mais au final, au moment de l'application, il y a des choses qui remontent, mais je me dis, mais est-ce que c'est moi? C'est moi ça? C'est-à-dire qu'on ne pense pas avoir des... Parce que moi, spécifiquement, on me dit tout le temps que je suis zen, que je ne me mets jamais en colère, que je suis...
euh, de sang-froid, je suis apaisée. Ils attendent le moment quand je vais avoir des enfants pour voir comment je vais être zen et cool avec eux, jouer avec eux toute la journée, s'occuper d'eux. Mais au final, c'était, c'était un peu difficile d'être conforme à l'image que je voulais, Mhm. même un jour dans la semaine. Et quand j'ai commencé à utiliser TechnoTutor et purifier ces trucs-là, cette année précédente, j'ai travaillé beaucoup sur ma relation avec la féminité, mon rôle en tant que maman, euh, euh, mon rôle en tant qu'individu dans la société, ce que je veux donner aux autres, ce que je veux donner à ma famille, ce que je veux donner à la société, ce que je veux donner au monde. Et c'est là que les choses ont commencé à se mettre en place et que j'ai commencé petit à petit à voir que je suis plus stable émotionnellement dans mes situations qu'auparavant. Parce que il y avait des moments l'année dernière où je me réveillais, j'avais la douleur intestinale et mon enfant voulait être avec moi ou voulait téter ou voulait que je le prenne dans mes bras et j'étais énervée juste pour ça. Je me sentais en colère, je voulais juste prendre mon petit déjeuner dans la paix. Et il y a beaucoup d'écritures que j'ai fait là-dessus sur DIP. Quand je relis ça, je me dis, mais waouh! Et c'était comme des réactions émotionnelles que je ne maîtrisais pas, mais quand mon enfant est là, je me mets en colère encore plus contre moi-même parce que pourquoi j'arrive pas à être présente avec lui? Pourquoi j'arrive pas à être zen? Pourquoi je suis en train de penser que je suis son esclave ou ce genre de choses qui me fait perdre ma liberté au lieu d'être présente avec lui. Mais est-ce que je peux pas, est-ce que c'est plus important, est-ce que le travail est plus important que lui au final? Est-ce que ma thèse de doctorat est plus importante? Et si j'arrête ma thèse et si j'arrête mon travail, est-ce que je vais être alignée avec mon mari par rapport à la gestion d'argent, aux aspects financiers, tout ça. Du coup, tous ces trucs-là, je les ai processés avec TechnoTutor l'année dernière. Et ça a fait que maintenant, quand je parle, je me rends compte que je ne m'arrête pas souvent pour me demander, pour voir le chemin que j'ai parcouru. Mais c'est seulement quand les gens me demandent c'est quoi l'impact que tu as vu, je me rends compte que des trucs auxquels je faisais face l'année dernière me paraissent maintenant très simples, très ridicules. Ça se résout comme ça. Ouais, ça, c'est vraiment magnifique. Parce que ce point-là aussi, comme je pense que nous avons eu une conversation là, tu mentionnais vraiment comment c'était difficile, surtout avec l'éducation que tu as reçue au Maroc concernant la femme au foyer et toute cette connotation négative, comment tu as dû travailler tous ces points-là pour vraiment être maintenant là présente, que ce soit pour ton enfant ou bien pour ton mari. En fait, ça, c'était lié beaucoup au mot-clé stupide. Parce que c'est ça qui faisait que c'était difficile pour moi d'abandonner ma thèse et de rester au foyer. Parce que c'est comme si, en fait, selon la note dont tu as besoin pour faire un travail, ça indique le niveau de stupidité des personnes qui font ce travail-là. Du coup, puisque femme au foyer, tu n'as même pas besoin d'aller à l'école une seconde. Tu vois le niveau de stupidité auquel c'est associé. Mhm. Ouais, c'est ce point-là, c'est comme tu dis, c'est comme ça que les gens voient ça dans la société, mais ils sont tellement stupides qu'ils ne voient pas que c'est la bonne éducation de l'enfant qui va lui rendre vraiment, quel qu'en soit ce qui va devenir dans le futur. Surtout vraiment ces 7 premières années de l'éducation de l'enfant, c'est ça qui va vraiment définir qui est-ce que cet enfant sera dans le futur. Donc, ça veut dire, quand une mère prend vraiment le temps de bien éduquer son enfant dans ces 7 premières années,
c'est là vraiment qu'elle peut faire en telle sorte que son enfant devienne vraiment n'aime tout. Parce que c'est là que tu es en train de poser la Exactement. fondation de l'enfant. Exactement. Et même en dehors des enfants, même pour nous, est-ce que je suis en train d'être intelligente en faisant quelque chose qui ne me plaît pas, qui ne sert pas mon objectif de vie, Mhm. juste pour le regard des autres, pour fuir la peur du jugement, pour fuir la peur du rejet, pour les peurs par rapport à l'argent ou aux relations que j'ai. Mhm. Du coup, c'est, c'est au moment où je processais ce mot stupide, là, je suis en train de chercher ce que j'ai tapé exactement. Mais par exemple, quand on voit la définition de intelligence, c'est the ability to comprehend, to understand and profit from experience. C'est-à-dire la capacité et à tirer profit de son expérience, à comprendre les choses, à comprendre la vie. C'est une personne intelligente, elle a la capacité de voir les choses pour ce qu'elles sont. Elle a la capacité de raisonner et la capacité de profiter de tirer profit de son expérience dans la vie pour produire les résultats qu'elle veut. Et si je suis en train de faire cette thèse, est-ce que je suis vraiment stupide ou intelligente? Si je vois avec mes propres yeux que c'est pas ça qui me mène vers le changement de l'éducation et que je continue à le faire juste pour chasser, pour avoir une certaine image ou pour plaire à telle personne, est-ce que je suis en train d'être stupide ou intelligente là? Est-ce que je Ouais. suis en train de tirer profit de mon expérience? Et du coup, l'intelligence, c'est aussi connaître, connaître les priorités, connaître comment définir ce qui est prioritaire et les résultats qu'on veut dans cette vie et trouver une manière intelligente d'arriver à cet objectif-là au lieu de trouver le chemin le plus long qui ne mène même pas vers ça. Et du coup, par rapport à ce que tu as dit, par rapport à l'éducation, la connotation de femme au foyer au Maroc, euh, je pense que c'est, je pense qu'il y a cette connotation au final quand j'ai parlé à beaucoup d'autres femmes autour du monde à travers le groupe justement. Je me suis rendu compte que c'est pas juste le Maroc. Au final, on est tous connectés avec ce fil conducteur. Mais c'est juste que j'ai vu une différence en France ou aux autres pays de l'Ouest, c'est que c'est tellement supprimé que c'est comme si ça devient une évidence que on n'ose même pas avoir cet objectif-là. Donc c'est même presque pas acceptable socialement, surtout si on fait des études, que d'être femme au foyer ou de vouloir éduquer ses enfants ou de prendre soin de la maison, par exemple. C'est très rare qu'il y ait des personnes comme ça. Et ce qui était particulier au Maroc, c'était il y avait beaucoup de points qui causaient des résistances en moi dans les deux sens. C'est-à-dire que si je veux être femme au foyer, euh, c'est comme si ça me paraît comme un travail très, très difficile. Parce que il y a comme un paradigme que les filles doivent être mises au monde avec toutes les compétences nécessaires pour être femme au foyer. Elles doivent savoir comment parfaitement prendre soin de la maison, comment parfaitement cuisiner, comment parfaitement s'habiller, nettoyer toute la maison et garder tout au propre, tout organisé, etc. Et tout faire maison. Et c'est comme s'il y a une idée d'infériorité derrière ça quand on ne sait pas bien faire quelque chose. Du coup, en voulant être femme au foyer, si on ne maîtrise pas toutes ces compétences-là, qui sont des attentes sociales, alors on est confronté à un autre problème d'infériorité. Du coup, je vais m'enfuir de la stupidité
de ne pas maîtriser les aspects techniques, de l'infériorité de ne pas maîtriser telle ou telle tâche ménagère ou de ne pas savoir comment gérer, alors que au final, la plupart des mamans tombent dans le sacrifice de l'éducation de leurs enfants pour être cette femme au foyer parfaite qui sait tout faire et sait tout nettoyer, etc. Du coup, elles mettent leurs enfants devant les écrans, elles leur crient dessus, elles les tapent, elles font tout pour les contrôler, pour qu'ils n'interfèrent pas avec... C'est-à-dire que même s'ils commencent à, je sais pas, prendre leurs jouets, et les mettre par terre pour commencer à jouer, il y a toujours l'angoisse de quand est-ce qu'il va ramasser ou pas, est-ce qu'il va nettoyer derrière lui quand il va manger. Du coup, il y a toujours un rapport à l'anxiété, un rapport d'anxiété avec ce qui va interférer avec une maison propre et nettoyée, clean, bien organisée et tout ça. Mhm. Et du coup, c'était ça l'enjeu, de trouver qui est cette mère que je veux devenir, qui est cette femme au foyer que je veux devenir. Et je voyais autour de moi, je ne voyais aucun modèle à qui je veux ressembler à 100%. Du coup, je me demandais même si c'était possible de faire ces trucs-là, être dans la parentalité bienveillante et positive et tout ça, et en même temps être femme au foyer, et en même temps prendre bien soin de sa maison, et en même temps faire ce qu'on veut dans la vie, et pouvoir pouvoir travailler sur moi-même, par exemple, avec les outils qu'on utilise, etc. Et changer l'éducation par la suite. Du coup, par rapport à tous ces points, j'ai dû les prendre un par un et décortiquer et faire beaucoup de self-forgiveness par rapport aux, aux idées que je prenais comme une vérité, mais qui n'étaient pas vraies. Que la femme, quand elle se marie, elle a des enfants, alors elle devient leur esclave et après, elle est énervée, elle est tout le temps fatiguée. Et après, il supprime tellement sa colère qu'après un certain moment, elle explose et elle leur dit, mais pourquoi vous n'êtes pas reconnaissant? Et pourquoi vous ne faites pas ceci? Pourquoi vous ne faites pas cela? Vous ne me donnez pas de valeur. Et au final, elle regrette pourquoi elle a sacrifié sa carrière, elle a sacrifié ses études. Euh, donc, c'était ça l'image que je voyais chez la plupart des personnes. Ou bien je voyais des personnes qui poursuivaient leur carrière, mais elles avaient toujours la culpabilité dans le cœur Le fait et elles la d'avoir, suppriment. exactement, le fait de ne pas être, le fait de n'avoir pas été là pour les enfants. Exactement. Exact. Ils ne sont pas épanouis et il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes hormonaux parce que en voulant cacher leurs émotions, leur tendresse maternelle, leur instinct maternel, quand elles sont au travail, elles ont des problèmes hormonaux. Elles ont, par exemple, le problème des ovaires polykystiques, c'est ça. C'est strong, independent woman. Cool. Et comment tu vois maintenant si le futur, beaucoup plus avec, je sais que tu as déjà commencé à utiliser Technotuteurs avec ton fils. Comment est-ce que cela avance? Ou bien quels sont les changements que tu es en train de voir ou bien les avancées que tu as? Hmm. Déjà, le premier changement a été avant que je commence à l'utiliser avec lui, quand j'ai vu que je suis plus stable émotionnellement. Parce que au final, toutes les frustrations qu'on a, ou bien je ne sais pas si je peux dire toutes, mais la plupart, si ce n'est pas toutes, les frustrations qu'on a envers nos enfants, c'est des trucs qu'on a à l'intérieur de nous qui sont remontés de notre enfance. Ou bien c'est une pression qu'on a envers quelque chose d'autre. C'est pas l'enfant en soi qui frustre. Parce que si tu regardes des enfants, ils ne sont pas frustrés quand un autre enfant va jeter les jouets ou va faire une certaine expression ou va, par exemple, crier. Au contraire, mon enfant, quand il voit quelqu'un pleurer, il essaie de le consoler comme ça, avec bienveillance. Mais tu vois quand les parents, ils sont en train de voir leurs enfants faire une crise, ils crient dessus, ils les tapent, ils disent tais-toi, tais-toi ou je vais plus te ramener chez ton grand-père.
Machin, mais je vais te frapper la prochaine fois, je vais plus te donner une sucette. J'essaie de contrôler. Voilà, c'est juste de contrôler les émotions, mais ce qui se passe derrière, on n'a rien fait pour le changer. Et du coup, quand j'ai commencé à voir que ma relation avec mon enfant s'améliore, que je commence à être là juste en train d'apprécier ce moment que je passe avec lui, même si c'est un week-end, j'ai commencé petit à petit à réduire les jours où la nounou vient, ou les moments de la journée pendant lesquels elle s'en occupe. Et j'ai vu comment j'étais en train de vivre ma maternité autrement, de voir que je suis libre dans ce choix-là et je commençais à ressentir des émotions que je supprimais auparavant, que je ne laissais pas l'espace pour ressentir que c'est, c'est agréable d'être avec mon enfant, ou c'est agréable de passer la journée avec lui, ou de voir que j'ai la capacité. Et par la suite, après ces 3 mois-là ou 4 mois, j'étais claire que je veux maintenant faire du homeschooling pour mon enfant. Auparavant, je disais, OK, je ne suis pas satisfaite du système éducatif, du coup, on va ramener 5 autres enfants et on va avoir un professeur qui vient à la maison. Au moins, on sait quel est le programme qu'on éduque à ces enfants-là. Mais moi, m'en occuper toute la journée, ça, c'est impossible. Avec plusieurs autres enfants, laisse tomber. Du coup, à ce moment-là, ça y est, j'étais claire. Quand j'ai laissé tomber la thèse, j'étais claire que je veux éduquer mon enfant à la maison par moi-même et que j'en suis capable et que j'ai la capacité d'avoir cette patience-là avec lui. J'ai la capacité d'être présente et ça va pas être une tâche difficile. J'ai les moyens pour faire ça. Exactement. Tu as les outils qui te Et les permettent outils. d'avoir cette stabilité-là et Exact. d'être présente avec lui sans réagir ou bien crier, comme tu disais tout à l'heure. Euh, Toutes ces émotions-là que nous avons, par exemple, quand un enfant renverse un verre ou bien quand il crie, c'est à cause de tout ce que nous avons emmagasiné dans nous. Ça n'a rien à voir avec l'enfant. Du moment que tu Oui, commences à résoudre ces problèmes-là, bah, du coup, tout va bien. exactement. Et du coup, après, j'ai commencé à utiliser TechnoTutor avec lui. Il avait, je pense, 1 an, Mm. 12 mois exactement. Et au final, on m'a dit que, bon, au début, c'est juste 2 lettres par jour. Ça prend 2 minutes environ. Et du coup, là, ça a confirmé, mais c'est facile d'éduquer mon enfant à la maison. Quand ils grandissent un peu, c'est 30 minutes à peu près, c'est ça? Ouais, 5 minutes, après 5 minutes, après 10 minutes, 20, en fonction de l'heure. Ouais. Ouais. Mais c'est dingue comment ces courtes périodes sont efficaces parce que dans le reste de la journée, ils apprennent de leur entourage quand on leur parle et puis ce qu'ils observent autour d'eux. Et ça m'a vraiment étonné pardon, comment il a évolué quand on a commencé à utiliser l'outil. C'est-à-dire que 2 semaines après, à cette époque-là, il disait ba, 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 ma. Euh, C'était même pas constant que le fait qu'il puisse appeler Baba et Maman, par exemple. Et 2 semaines après qu'on a commencé à utiliser TechnoTutor, il a commencé à sortir des mots de nulle part. La première fois, il commençait à me dire Maman, 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 il y a. Moi, je dis, ya. Uh-huh. Et un jour, ma mère allait passer nous prendre pour sortir ensemble. Et j'ai commencé à m'habiller, etc. Il est venu à côté de moi comme ça, tic, 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 tic. Et il m'a dit, bat, bat. Et il est parti chercher mes sandales. En fait, ce bat, en arabe marocain, c'est chaussures. Mhm. Et il est parti chercher mes sandales, il m'a donné. Et Wow. les autres jours, il a commencé à dire, bat, meya, bat, meya. C'est-à-dire les chaussures de Somaya. Et puis, au Wow. fur et à mesure, c'est
avec les lettres, il a commencé à savoir prononcer des sons qu'il ne prononçait pas auparavant, parce qu'il avait juste ba, m. Et là, il a commencé à prononcer beaucoup d'autres mots, beaucoup d'autres sons. Et du coup, les mots devenaient plus faciles pour lui. C'est pas de la magie technologique, c'est qu'il sait prononcer les sons. Et du coup, il arrive mieux à il les a intégrés euh, dans son esprit. Et du coup, quand il veut prononcer un mot ou quand il est en train d'écouter, il a les composants de ce mot qu'il est en train d'entendre. Et il a les composants de ce mot qu'il veut prononcer. Du coup, ça devient plus facile pour lui de comprendre ce qu'on est en train de dire et de reproduire, reproduire les mots ou ces communications-là. Ouais, ça, c'est vraiment magnifique parce que c'est toujours euh, super cool et intéressant de voir surtout comment les enfants, qui commencent à utiliser Technotuteur avec la rapidité avec laquelle ils évoluent. C'est, c'est toujours, c'est toujours wow. Oui. Et aujourd'hui, là, il a 1 an et demi. Il prononce tous les sons en anglais après moi correctement. Et sur beaucoup de lettres, il les reconnaît des fois soit sur un livre ou sur un logo ou sur mes vêtements. Il me dit, oh, 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 you. Et il y a beaucoup de lettres qu'il reconnaît correctement quand il les voit. Mais ce qui est magique, c'est que je ne lui apprends pas comment je vois que TechnoTutor, c'est le truc qui a fait un grand effet. C'est quand on lui dit des mots en arabe, tu sais qu'en arabe, il y a des lettres qui ne sont pas, des sons qui ne sont pas présents en français ou en anglais. Comme ha, a, ra, kha, ka. Mhm. Donc, tous ces sons-là, il arrive beaucoup plus facilement à prononcer des mots en anglais et quand on les traduit en arabe, euh, des fois, il a du mal à prononcer parce qu'il y a ce son-là qu'il ne sait pas prononcer. Par exemple, ma mère, l'autre jour, lui a dit elle lui disait I love you so much. Et il répétait correctement tous ces mots-là. Et quand elle lui a dit كنحبك, il n'arrive pas à répéter parce qu'il y avait ce son-là. Ouais, parce qu'il n'a pas encore intégré ces caractères-là ou bien ce langage-là Oui, avec Technotuteur. Mhm. oui. Du coup, je vais faire spécifiquement avec lui ces lettres-là qui ne sont pas, dont le son n'est pas présent en anglais pour qu'il sache comment les prononcer. Mais c'était intéressant d'observer cette différence parce qu'il arrive très facilement à reprendre les mots en anglais alors que à la maison, on parle que arabe marocain. Et il capte beaucoup de mots. Il sait comment les répéter. Il est très éveillé. C'est-à-dire qu'il observe beaucoup et il sait à quoi sert chaque chose. Et ça, s'il n'avait pas les sons pour intégrer en lui, pour pouvoir s'exprimer, ben ça fait que à beaucoup de moments, ça aurait créé des crises. Mais là, quand il a une crise par rapport à quelque chose, c'est-à-dire qu'il commence à pleurer, se mettre par terre, nanana, moi, je lui dis que c'est pas acceptable de communiquer. Du coup, je disais que les enfants, souvent, ont du mal à communiquer ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça qu'ils se mettent à crier, hurler ou taper ou avoir un comportement un peu agressif que les parents n'acceptent pas ou ils se disent, oh là là, mais il est en train de faire ça, je dois le frapper pour qu'il ne fasse plus ça, ou je dois le critiquer, je dois le contrôler, je dois crier dessus. Mais quand l'enfant n'a pas la capacité de s'exprimer, c'est difficile pour lui. C'est un tourment d'émotions et l'adulte ne le comprend pas. Et c'est un cercle vicieux. Et du coup, je disais que avec mon enfant, quand il a commencé à savoir comment prononcer plus facilement les mots, je lui ai dit que c'est pas une méthode acceptable, c'est pas acceptable de me frapper.
c'est pas une méthode efficace pour me parler parce que quand tu cries comme ça, je ne comprends pas ce que tu dis. Et si tu veux de l'eau, par exemple, tu peux me dire ma, qui est l'eau en arabe. Ou bien tu peux me dire ça. Et il arrive facilement à capter ces mots-là et les dire. Et des fois, c'est même pas moi qui lui a dit ça, mais il l'a capté quelque part. Par exemple, au mois de septembre, c'était 3 mois après qu'on a commencé à utiliser TechnoTutor. Et auparavant, on était en voyage, on n'était pas en France. Et quand on est reparti en France, euh, il m'a dit pain quand on s'est mis à table pour manger. Alors que nous avions passé juste une semaine en France à ce moment-là, après avoir utilisé TechnoShooters. Et il commençait à prononcer quelques mots en français, appétit, petit. Ouais. J'avais enregistré un petit audio très mignon avec ces nouveaux mots-là. Mhm. Mais c'est ça, comme il avait une flexibilité dans la prononciation, c'est-à-dire qu'il prononçait très bien les mots en français et en même temps les lettres qu'on faisait en anglais ou quand on lui dit de répéter un mot, il a une très grande flexibilité de prononciation grâce à ça. Ouais. Ouais. Ça, c'est vraiment génial. Et il n'a qu'1 an et demi, donc c'est n'est que le départ. Parce que là, ça me rappelle un peu Seneca, qu'elle avait aussi le même âge. Elle reconnaissait bien les lettres, tout ça. Et donc lui Oui, aussi, c'est la même lancée. Que ce soit Seneca ou bien Marx, c'est la même lancée, c'est le même chemin. oui. Donc, Soumaya, si tu as un mot à dire à quelqu'un qui nous écoute, mais qui est en train de regarder cette vidéo aussi, euh, sur tout ce que nous avons discuté là, qu'est-ce que tu peux dire à cette personne? Je ne sais pas pourquoi en parlant maintenant, je me suis rappelé d'un truc que je voulais mentionner qui peut intéresser beaucoup de personnes Vas-y. parmi les changements. Et après, je vais dire un mot pour, pour toutes les personnes qui veulent changer leur vie. Euh, c'est par rapport à la période où je travaillais avec l'entreprise. J'ai pas mentionné le fait que j'ai quitté l'entreprise au mois de décembre. Il y a juste 2 mois maintenant. Et au mois d'avril, quand j'ai commencé à utiliser l'outil, il y avait une idée qui me venait à la tête plusieurs fois et qui était présente depuis que j'ai commencé avec eux dès le départ, mais je n'osais pas la faire en fait. C'était de passer en freelance parce que déjà pour que j'ai mes droits en France en tant que salarié, pour que j'ai mes cotisations, mon droit à la sécurité sociale et tout ça, ils avaient contracté une entreprise intermédiaire entre nous. Et c'était plein d'intermédiaires, en fait. C'était une entreprise au Chypre qui avait une filiale, qui contractait une entreprise en Angleterre, qui avait une filiale en France. Et puis, il y avait 3 intermédiaires. Et tous ces Ah, intermédiaires-là, ils prenaient des commissions pour me recruter. Et du coup, c'était la première fois que j'ai eu la curiosité ou je considérais l'idée sérieusement de passer en libre avec eux. Et j'ai cherché, c'est quoi l'équivalent pour obtenir mon salaire net, c'est quoi le salaire qu'ils devaient payer? C'est quoi le coût pour m'embaucher? Et je me suis rendu compte que c'était le double. Et tout ça, ça partait dans les cotisations patronales, vers des taxes ou plein d'autres cotisations sociales qu'il y avait. Et aussi, il y avait en plus les commissions des entreprises intermédiaires. Et, et du coup, c'est intéressant. Du coup, c'était la première fois que j'ai eu le courage de... On a créé une entreprise et c'était la première fois que j'ai eu le courage d'aborder cette question-là de est-ce que je peux passer en freelance? Et au début, quand j'avais cette idée-là, je me disais, mais oh là là, je vais passer pour je sais pas, une personne matérialiste qui veut augmenter son salaire. Je sais que beaucoup de femmes ont ce problème-là, plus que les hommes, qu'elles ont plus peur de demander une augmentation ou de chercher à augmenter leurs revenus.
Et pour moi, c'était aussi l'obstacle de ne pas dépasser le revenu ou le salaire fixe de mon mari. Parce que lui, il a plus d'expérience que moi et ça va être bizarre que je touche plus que lui. Mais finalement, lui aussi, il est passé en freelance dans la même période. Et pour moi, cette négociation-là, ça m'a permis de... Alors, avec TechnoTutor, j'ai pu vraiment bien communiquer avec l'entreprise pour les, leur vendre cette idée-là de passer en freelance. Et l'autre aspect, c'était de négocier aussi avec les entreprises intermédiaires pour savoir quelle est la commission qu'ils touchent. Et comme Mhm. ça, j'ai dit à l'entreprise, mais voilà, ça va vous coûter 10% de moins et ça sera gagnant-gagnant. Ouais. Mais ces trucs-là, pour moi, c'était auparavant impossible de chercher à communiquer comme ça ou de chercher à leur vendre l'idée. Je laissais tomber dès le départ. Dès que j'ai l'idée, je laissais tomber dès le départ parce que, Ouais, peur de confronter. oui, exactement. Et du coup, par la suite, ça a augmenté mon salaire du double. Et puis, j'ai eu d'autres avantages aussi qui ont encore plus augmenté mon salaire, des 2 tiers du salaire initial. Ouais, voilà le pouvoir du changement. Quand tu changes vraiment intérieurement, cela se manifeste physiquement sur ta façon de faire, ta façon maintenant d'interagir avec le monde. Parce que c'est quelque chose que tu ne l'aurais jamais fait si tu n'avais pas commencé ce travail-là intérieur en ta personne. Oui, oui. Parce que déjà, avec le salaire initial, mon énergie surtout avant d'avoir fait Thinking into Results, c'était, oh là là, mais ils pensent que ils sont impressionnés par mon CV, ils pensent que je suis la personne qui va construire le département de ce que j'allais construire. Et je me disais que peut-être qu'ils ne savent pas qui je suis et que je mets un salaire. Du coup, j'étais même pas alignée avec le salaire que j'avais. J'ai perdu cet alignement au fil du temps parce que j'étais là en train de me blâmer. Pourquoi tu maîtrises pas ça? Pourquoi tu maîtrises pas ce langage de programmation? Pourquoi tu veux pas avancer sur les aspects techniques? La communication, c'est cheap. Alors qu'au final, je me suis rendu compte que c'était l'inverse. Mais il y a je pense que le côté des revenus, que ce soit dans le cadre du salariat ou dans le cadre des missions en freelance ou de l'entrepreneuriat, c'est surtout des limitations qu'on se pose à nous-mêmes. C'est la personne qui se fixe son revenu avec avec comment elle se voit et les pensées, les schémas qu'elle maintient. Ouais. Ouais. Ça, ce que tu viens de dire, c'est vraiment, c'est la clé, en fait. C'est comment est-ce que tu te vois c'est le même message que tu transmets à ton entourage. Oui. Ouais. Parce que tu sais, là c'est marrant parce que je viens de commencer ma chaîne YouTube et il y a cette question qui est remontée d'être visible, de la visibilité. Et toujours pardon, mon, mon boss à l'entreprise, quand je travaillais avec eux, il me disait, mais fais ça, ça va augmenter ta visibilité, sois visible, communique. Et moi, j'étais le genre de personne qui allait faire beaucoup de choses dans mon coin, mais c'est comme si je voulais être pas visible, paraître humble, ne pas montrer ce que je fais. Il y a plein de projets ou de rapports ou de documents que j'ai rédigés et j'ai gardé finalement pour moi-même. Il y a une présentation toute entière que j'avais préparée pour un événement et au final, je l'ai pas partagée et je n'ai pas dit que je voulais participer aux présentations. Wow. Et au final, j'ai vu que des personnes envoyaient des mails pour nous informer de ces concepts-là, qu'il fallait que tout le monde sache dans l'entreprise.
Et je me suis rendu compte que j'ai retenu de l'information qui allait bénéficier à tout le monde, juste par peur de je ne sais pas quoi. J'étais la perfectionniste qui changeait le mail 1000 fois avant de l'envoyer ou qui changeait la présentation 1000 fois avant de l'envoyer. Le perfectionnisme extrême Mhm. qui faisait que je ne voulais pas être visible parce que telle personne va me juger pour ceci ou cela. Ouais, cette peur de faire des erreurs ou bien, ouais, c'est ça en majorité, manque de confiance en soi et peur de Mhm. faire des erreurs. Exactement. Mhm. Mais là, je me suis rendu compte que c'est égoïste de faire ça parce que je donne plus d'importance à mon image personnelle que de donner aux autres Ouais, ce dont ils ont besoin. ouais, très bon point. Très bon point. Ouais, un dernier mot pour ceux qui nous écoutent. Eh bien, si tu es une personne qui veut changer tes schémas émotionnels ou ta vie dans tous ces aspects, que ce soit les aspects relationnels, que ce soit la carrière, que ce soit l'aspect financier, la liberté financière, la relation avec les enfants, le couple, la famille, euh, tous ces aspects-là, la stabilité émotionnelle, les addictions, j'ai vraiment, c'est vraiment illimité ce qu'on peut faire avec ces outils-là parce que rejoignez le groupe pour savoir, pour les personnes anglophones, et je sais que tu as aussi un groupe, Alexandra, pour les personnes qui ont acheté TechnoTutor qui sont francophones. Il y a beaucoup de personnes qui partagent comment TechnoTutor les a aidés à changer beaucoup d'aspects dans leur vie, la maîtrise de langue, quand on veut apprendre quelque chose. C'est vraiment un outil qui vaut l'investissement à 1 milliard% pour les effets que ça donne. Et rien que le fait que, pour moi, ça représente la capacité d'atteindre la liberté financière en faisant ce que j'aime, et ce qui est vraiment mon objectif de vie, qui est de changer l'éducation dans le monde. Et tout en étant présente avec mon enfant, en éduquant mes enfants à la maison, en m'alignant dans ma relation de couple, en créant plus de complicité, en étant plus à l'aise avec ma famille, plus à l'aise dans mes relations, plus connectée et en libre, c'est ça, parce que la capacité de communication, la capacité de, quand on commence à se voir que on est en train de se restreindre parce qu'on est en train d'accepter cette limitation et qu'on peut finalement s'en débarrasser juste comme ça, bah, au final, ça nous libère, ça crée de la liberté. C'est ça la liberté. De dire ce qu'on veut, de faire ce qu'on veut, de créer les relations qu'on veut, de créer les résultats qu'on veut. C'est là qu'on a la vraie capacité de choisir. Et si tu es une personne qui cherche ce genre de résultats, rejoins-nous sur Self-Perfected et contacte-nous pour en savoir plus sur ces outils-là. Exactement. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de choses que Soumaya n'a pas partagées et nous allons arrêter comme ça pour que ça ne soit pas plus long que ça. Donc, si tu nous écoutes et que quelque chose que Soumaya a dit euh, reflète vraiment avec quelque chose que tu vis maintenant, donc contacte Soumaya. Je vais mettre son contact dans la description. Contacte Soumaya et puis demande-lui tout simplement là. Elle va pouvoir t'en dire plus. Et aussi concernant les outils que nous utilisons, elle aussi, elle va pouvoir te dire plus en ce qui concerne ces outils-là. Donc, sens-toi libre de soit l'écrit ou bien soit de m'écrire et pour en savoir plus et savoir comment est-ce que ces outils-là peuvent aussi t'aider toi à changer ta vie, quel qu'en soit ce que toi tu veux changer dans ta vie. Parce que parfois on dit toujours on veut changer, mais soit on ne sait pas comment, soit on ne sait pas vraiment quoi faire. Donc, si tu es dans ces situations-là, ouais, rejoins-nous, contacte Soumaya ou bien moi, et puis commence à vivre le Let's go. changement. Et puis, let's go. D'accord, Soumaya. Merci beaucoup pour ton temps.
Et je sais que Oui. je suis déjà à la voix de ton fils, mais merci vraiment beaucoup pour ton temps et à très bientôt. À bientôt. Bye bye. Il sait qu'on est en train de terminer là.